On parle de solidarité ce matin, vous avez compris, je vous demande de vous mobiliser ce matin pour Bébé Manil. Avec nous sur ce plateau Abdenour Dadouche qui est là, qui fait partie du comité de soutien à Bébé Manil, avec Sofiane Kima qui fait partie de la famille. Et puis nous avons au téléphone le papa de Manil qui est là, qui s'appelle Mouloud. Bonjour Mouloud. Bonjour, je vous remercie pour cette émission et pour nos amis qui sont à l'écoute. Ah bah, vous avez une bonne équipe qui médiatise l'histoire de votre fille. Exactement, Abdenour et Soufiane sont des proches, et puis sont sensibles, ils connaissent la famille. Et puis le cas de Bébé Manil, franchement, mérite d'être médiatisé. J'ai commencé cette médiatisation en fait suite à quelques difficultés que j'ai rencontrées. Après avoir obtenu un accord de principe auprès de la sécurité sociale, de la commission médicale nationale, je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés entre cet organisme et les hôpitaux français et belges, qui nous refusent l'accès à des soins pour cause d'impayés et des difficultés de paiement avec la CNAS. Donc je me suis retrouvé avec des devis de 200 000 euros et une impossibilité de pouvoir soigner mon fils. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à médiatiser, en fait, à construire cette page sur Facebook et puis à appeler les gens à s'intéresser au cas déjà, à présenter la maladie qui en France est très bien connue, mais chez nous n'est pas très bien connue. Même si mondialement la prévalence de cette maladie elle est à 70% au niveau des pays du Maghreb, à cause entre autres des mariages consanguins, elle n'est pas très bien connue chez nous. Donc il fallait que les gens commencent à connaître ces cas-là, commencent à connaître cette maladie-là, et qu'éventuellement puissent nous aider si le problème entre la sécurité sociale et les hôpitaux français n'était pas réglé. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, vous avez déjà perdu un fils de cette maladie. Exactement. Le diagnostic est important dans la maladie. Est-ce que vous aviez soupçonné quelque chose de particulier dans le cas de Zakaria? Dans le cas de Zachary, franchement, le petit a malheureusement joui de malchance. On n'avait rien soupçonné du tout. On ne connaissait pas la maladie. Pour nous, c'était impossible qu'un bébé puisse être atteint de déficit immunitaire, on n'y pensait même pas. Et en fait, il y avait quelques signes, des signes apparents proches de la bronchiolite, quelques signes cutanés, etc. On soignait ça en ambulatoire chez son pédiatre sans aucun souci. Ensuite, comme ça persistait, j'ai décidé de le prendre dans un grand CHU. Algérois, et là aussi le diagnostic n'a pas été posé, et pour vous dire, jusqu'au décès du petit, et sur l'acte de décès du petit, je n'ai pas le nom de cette maladie, hein. À quel moment vous avez pu mettre un nom sur la maladie? Qui c'est qui est le premier à soupçonner ce déficit immunitaire? Il y avait un médecin qui n'était pas un médecin proche de la famille, qui m'a conseillé qui travaille dans un grand labo pharmaceutique, qui m'a obtenu un rendez-vous au niveau de l'Institut Pasteur d'Alger, en me disant écoute, tu perds rien, vas-y, fais des analyses, on ne sait jamais. Et c'est là que l'Institut Pasteur a déclaré le déficit immunitaire combiné sévère, le SCID lié à l'X, qui est une pathologie existante, très bien connue, surtout en France, parce que le gros de la recherche se fait au niveau de l'hôpital Necker. Donc c'est à ce moment-là qu'on a soupçonné, mais il était un petit peu trop tard parce que le petit avait chopé toutes les infections qui traînaient à l'hôpital. Il a succombé à ça d'ailleurs. Hein. Oui, parce que le milieu hospitalier est un milieu où il y a beaucoup de maladies qui traînent, et souvent pour ceux qui ont des systèmes immunitaires fragiles, eh bien c'est les maladies d'hôpitaux, c'est des infections nosocomiales. Nosocomiales, il y a 30% des infections qu'attrape un patient hospitalisé qui sont d'origine nosocomiale en fait. Oui. Et lui, il n'avait aucune immunité, vraiment aucune, ni humorale, ni cellulaire, et puis il n'était pas en environnement protégé, parce qu'en fait, dans ce CHU et dans tous les CHU algérois en fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle des bulles. Zachary et Manil sont des bébés bulles. Voilà, mais c'est comme ça qu'on les connaît d'ailleurs, c'est comme ça que le grand public les connaît, hein, les bébés bulles. Exactement. Mais souvent, quand il arrive une telle catastrophe dans une famille, les gens commencent à comprendre la maladie. Vous-même, j'imagine que vous êtes devenu, à votre façon, un spécialiste de la maladie. Oui, je deviens expert. Après, en fait, la médiatisation de l'affaire de Manil n'a pas que pour but de soigner Manil. Mon objectif est de créer une association
qui va militer pour construire le premier centre de greffe de moelle osseuse en Algérie pour enfants et pour adultes, mais surtout pour enfants, avec l'ouverture d'un fichier national tel qu'il en existe en France et ailleurs. Vous savez que dans le monde, il y a 71 pays qui ont des fichiers de donneurs de moelle osseuse. Il y a 14 millions de donneurs en tout. Il y en a 250 000 en France. Et chez nous, il n'y a rien. Donc, je vais militer au sein de cette association qui s'appellera Donneur de vie. Parce qu'en fait, donner de sa moelle osseuse, c'est carrément donner la vie, permettre à quelqu'un d'avoir une immunité à vie. Donc cette association va être créée suite à cet élan de solidarité qui est en train de mobiliser des gens ici en Algérie, en France, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Belgique et aussi en Suisse depuis hier. Donc nous avons une mobilisation assez quasi internationale qu'on va valoriser dans cet acte-là et dans ce geste-là. Pardon de vous couper, mais avec la mobilisation, est-ce que vous avez par exemple des nouvelles des autorités algériennes? Alors, ministère de la Santé ou peut-être la caisse d'assurance maladie? Exactement. Alors là, il faut savoir que nous avons une seule caisse. Il y a des prélèvements à la source. Nous avons un système de sécurité sociale à la française. Donc c'est le même système à peu près. C'est des prélèvements à la source. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par cette caisse. Donc la semaine passée, après certaines actions de médiatisation, notamment l'intervention d'El Khabar et d'El Watan, qui sont les deux journaux les plus sérieux du pays. Et de ce fait, ils ont crédibilisé l'action parce que eux, avant de publier, ils font des enquêtes. Ils m'ont demandé le dossier médical, etc. Donc la direction générale de la CNAS a pris contact avec moi en émettant une promesse d'intervenir pour agir. En fait, j'ai pas encore voulu communiquer sur cette promesse parce que ça ne reste qu'une promesse comme j'en ai déjà eu. Et je ne voudrais pas communiquer là-dessus avant d'avoir eu effectivement le rendez-vous pour le petit pour qu'il soit soigné dans un hôpital français de référence. Voilà. On parlait de Necker, mais il n'y a pas que Necker en France. Hein. Il y a Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'hôpitaux, mais il faut savoir que tous les hôpitaux que j'ai contactés m'ont soulevé ce problème financier. Hein. Voilà, le problème des impayés, c'est que d'autres patients ont été pris en charge à d'autres moments et il y a eu des impayés, donc aujourd'hui ils arrêtent. Ils ont fermé le robinet, quoi. Exactement. Où est Manil aujourd'hui? Manil, il est hospitalisé à domicile. Il est quasiment enfermée avec sa maman qui ne travaille plus. Elle a arrêté de travailler parce qu'elle doit s'en occuper. Elle est elle-même cloîtrée avec lui sans voir personne. La petite Manel qui était inscrite en préscolaire, on a dû annuler son inscription parce que comme c'est la seule donneur qui est existante pour le petit, on n'a pas qu'elle chope quoi que ce soit au niveau de l'école. Vous savez, c'est pour la protéger, quoi. Exactement, pour la protéger. Donc ils sont à 3 dans notre appartement, ils sont enfermés, ils sont là. Moi-même, je ne suis pas avec eux tout le temps, hein, parce que je sors tout le temps, je peux ramener quoi que ce soit de l'extérieur, donc je ne les vois que les week-ends. Et je disais tout à l'heure que vous n'aviez pas pris votre fils dans vos bras depuis un certain temps. Depuis combien de temps? Oui, hein, ça va faire 6 mois pratiquement que je n'ai pas pris dans mes bras. Je le regarde de loin, il me sourit, je lui parle, mais je n'ai pas eu ce plaisir de le serrer dans mes bras. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? De quoi est-ce que vous avez besoin en priorité? Alors en priorité, là, j'ai besoin de récolter cette somme de 200 000 euros. Que me demandent les hôpitaux français pour payer cette intervention, parce qu'en fait on m'a signifié clairement que si je payais d'avance, je serais devenu n'importe où, il n'y a pas de souci. Mais moi je vous le dis, je lance cet appel aujourd'hui, mais si la CNAS, qui est l'organisme de sécurité sociale algérienne, tient sa promesse, il n'y a pas de souci, hein, on dira à tout le monde, et puis ce sera magnifique qu'elle puisse tenir sa promesse et qu'elle puisse régler ce problème-là avec les hôpitaux français, parce qu'en fait, on sait que l'État algérien n'est pas insolvable, il n'y a pas de souci. La CNAS fait partie de l'État, elle n'est pas insolvable. Mais quand on a des impayés, je conçois tout à fait que des organismes hospitaliers ou autres puissent bloquer la suite des relations. Ça, je le conçois tout à fait. Malheureusement, ça tombe sur Manil. Moi, je fais appel aussi au sens éthique des hôpitaux français, parce que Manil, si je ne le soignais pas en France ou en Belgique, je ne pourrais pas le soigner ici. L'opération ne se fait pas en Algérie pour les enfants de moins de 4 ans. C'est impossible.
Elle se fait pour les adultes, elle se fait pour les enfants à partir de 4 ans. Pour les moins de 4 ans, la spécialité de pédiatrie hématologique ou oncologie pédiatrique n'existe pas chez nous, donc il ne pourra pas y avoir de suivi post-opératoire. Bien. Parce que le post-opératoire, c'est le post-opératoire. On parlait tout à l'heure de la Tunisie, par exemple, qui est très en pointe sur cette pathologie. Vous avez essayé la Tunisie? Oui, c'était mon premier choix, la Tunisie, parce que déjà les coûts ne sont pas très importants. C'est vrai que le pays était un peu en trouble au moment où j'avais engagé mes démarches. Ensuite, après les élections, j'ai repris contact avec eux, avec le professeur en question. Et ce qui se passe en Tunisie, c'est que le directeur de l'unité, le directeur du centre de greffe, refuse de signer un devis détaillé. Franchement, moi, ça m'effraie. Il vous dit on veut bien l'opérer, mais vous savez pas combien ça va coûter en fait. Exactement. Il nous dit alors monsieur, vous venez, vous ramenez vos 2 enfants et puis il n'y a pas de souci, on est là. Je leur dis oui, vous êtes très gentil, mais moi il faut que vous m'écriviez qu'est-ce qui va être pratiqué, qu'est-ce qui va être garanti après l'opération, parce qu'il y a quand même un suivi post-opératoire qui est assez lourd. Donc il faudrait que j'ai des engagements écrits, que cet hôpital va suivre mon fils après l'opération. C'est combien de temps après le post-opératoire, là, l'observation après une greffe, c'est combien d'années? Alors, l'observation après une greffe, c'est en moyenne 1 à 2 ans. C'est selon la compatibilité. Bon, moi, entre Manel et Manil, il y a une compatibilité à 100%, ce qui est assez rare. Donc, ça réussit, vu l'âge de Manil aussi, quand c'est pratiqué à un âge assez précoce, ça a tendance à réussir très bien. Mais il faut savoir que les 3 premiers mois après l'opération, c'est une surveillance à 24 heures sur 24 en milieu hospitalier, dans une bulle, etc. Donc ça coûte de l'argent. C'est ça qui coûte beaucoup d'argent en fait. Oui, après, effectivement, il faut prendre en charge, il faut rester sur place, donc effectivement, il faut vivre sur place, quoi. Bah, de temps en temps, il faudra revenir. Il faut être là-bas les 3 premiers mois. Ensuite, si la greffe prend bien, on sort et puis il faut revenir régulièrement, une fois chaque 60 jours ou quelque chose comme ça. Donc, mais le plus dur à faire, c'est les 3 premiers mois parce que l'opération en elle-même n'est pas compliquée. Hein. Il y a une ponction pour le donneur qui, après 48 heures, peut repartir et sa greffe, sa moelle se régénère. Ensuite, on injecte en intraveineuse au receveur. C'est une simple injection, c'est pas compliqué. D'accord, mais en fait, c'est pas tellement l'opération qui est compliquée, mais c'est tout l'environnement après, tout le suivi finalement qui coûte cher, c'est ça? Exactement. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, quelle est l'adresse à laquelle on peut vous joindre? Vous avez une adresse mail, des coordonnées à nous donner? Toutes mes coordonnées téléphoniques, mail et autres sont sur la page de Bébé Manil, sur Facebook, dans la partie info. Il y a M. Soufiane Khima qui est mon représentant officiel pour toute la France, donc il a un mandat écrit de ma main. Et puis il y a les associations que nos amis ont citées tout à l'heure qui collectent pour nous et qui nous aident aussi. Donc si quelqu'un veut avoir mes coordonnées, elles sont tout à fait affichées dans la partie info de la page de Bébé Manil. Bon, le plus simple c'est de vous rejoindre sur Facebook finalement. Hein, Exactement. Il y a mon adresse mail, il y a Facebook, je suis connecté en ligne, j'interagis avec les gens. Il y a quand même 3600, 3700 personnes qui sont sur cette page. Il y a constamment 1500 personnes, plus 2000 personnes qui en parlent constamment. Donc je suis joignable sur cette page. Bien, ça sera notre téléthon à nous. En tout cas, c'est le défi qu'on lance aux auditeurs de Beurre FM, mais à tous ceux qui sont autour, hein, les auditeurs de Beurre FM, de toutes les radios communautaires et effectivement de tous ceux qui vont vouloir vous rejoindre, parce qu'effectivement, il y a c'est de l'argent qu'il faut collecter, donc c'est beaucoup d'argent, donc il faut beaucoup de monde. Exactement. Je reçois quand même, je voudrais dire que nos amis français, nos amis algériens qui sont en France et nos amis français aussi m'appellent. Il y a beaucoup de solidarité. Je reçois des messages qui sont vraiment très, très poignants. Je reçois des participations via PayPal, via mes comptes bancaires aussi, qui sont des participations tout à fait correctes et tout à fait normales. De gens en fait, vous devinez que ces gens-là ont du sentiment, même s'ils n'ont pas de forte somme à mettre en jeu, parce que nous recherchons d'ailleurs, c'est des gens qui ont du cœur.
Et je les remercie. Je profite de cette émission pour les remercier. Bien, on compte sur eux, il faut les remercier aussi. Alors Mouloud, merci d'avoir été avec nous, hein, puisque vous nous joignez depuis Béjaïa.